حجرة على حجرة مبنيين لذكريات الاحتلال. في يوم من الأيام هبت ريح التاريخ وحطمتهم. 21e rite. 22e rite. Pierre sur pierre sculptée en souvenir du fracas des armes. Et un jour, les armes se retournent contre le peuple. 23e et le peuple a vaincu les armes et a changé les pierres. حجرة على حجرة منقوشين لذكريات ذوي السلاح اللي رجع ضد الشعب، وانتصر الشعب على السلاح وغير الحجرات. Pierre sur pierre, nous avons bâti au-dessus de notre ville pour la révolution de novembre, en souvenir, non pas dalles pesantes pour écraser les martyrs dans l'oubli, mais vrilles de pierre du sol au ciel. حجرة على حجرة بنينا مدينتنا من أجل ثورة نوفمبر بدون إسمنت حتى ما ننساش الجبال. مدينتنا بنيناها من الحجر، من الأرض للسماء. Pierre sur pierre, flamme de pierre de notre terre vers notre soleil. حجرة على حجرة وعلى الهيب حجر أرضنا في اتجاه شمسنا. Non pierre fossile de la mémoire, mais lente danse du souvenir. Enterrer la haine, pierre sur pierre, et au nom d'hier, veiller sur l'avenir, pierre par pierre. حجرة على حجرة دفنا الحقد باسم البارح ترجينا المستقبل. Difficile de se promener dans Alger sans trouver des gens qui veulent dialoguer. Et ici, il y a devant moi Ismet. Alors Ismet, qu'est-ce que tu veux, toi? Alors moi, j'ai l'idée de créer un dialogue entre jeunes Français et jeunes Algériens. Alors ça, peut-être par l'intermédiaire, en passant par le truchement d'un lycée. Alors on fait ça de lycée algérien qui parle à un lycée français dans le but de mieux nous connaître, d'améliorer nos relations. Et je vois pas pourquoi maintenant il y aurait des problèmes. Moi-même, je suis issu de la génération après 62 et les gens avec qui je dialoguerai n'auront pas connu aussi la période de guerre. C'est ça, il n'y a pas eu de sang entre vous? Non, il n'y a pas eu de sang, aucune séquelle. Bon, il y a une histoire qui est commune. Mais justement, sur cette histoire aussi, il faudrait discuter parce que jusqu'à présent, il n'y a eu que la version française et il y a beaucoup de choses qui nous portent atteinte et on voudrait voir maintenant dans une optique voir si au futur on pourrait pas nous-mêmes, en dialoguant, en contact, construire cette histoire, la faire. Réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire, oui, réécrire l'histoire ensemble. Ouais. Et là, on se mettra tous d'accord qu'on ne portera ni atteinte aux Français, ni eux nous porteront atteinte. Tu penses que c'est une nécessité aujourd'hui? Oui, c'est très très important ça. Oui. Sinon, il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de contact réel, il n'y aura pas d'amitié, c'est pas possible. C'est dans cet esprit de discussion d'égal à égal que nous avons invité Roland Bakri, le petit poète du Canard enchaîné, né à Bab el-Oued, à venir évoquer la responsabilité de sa famille, les Bakri, dans ce coup d'éventail qui servit de prétexte à la conquête. Roland Bakri, voulez-vous que nous discutions un peu de cette période de la vie de votre famille à Alger? C'est votre histoire, c'est l'histoire de France, d'Algérie et de l'histoire de ma famille. On était des Espagnols de l'armée en déroute. On est arrivé à Livourne et puis en 1770,
tout d'un coup, les Bakri de Livourne sont venus à Alger. C'était des grands banquiers, des grands marchands de blé, et on nous appelait les rois d'Alger parce qu'on était très importants. Et Mais auparavant, une seconde, quand même, pour rétablir l'histoire dans son ensemble, vous êtes parti d'Espagne parce que la famille Bakri juive avait des problèmes avec l'Inquisition. Ben oui, parce que tous les juifs de l'époque, ou on devenait catholique, et ma mère, elle aurait jamais accepté, ou alors on restait juif, mais on foutait le camp. Alors on est allé à Livourne. Mais avant, vous viviez, c'est pour rétablir un certain point d'histoire comme ça, avant vous viviez très bien avec les musulmans en Espagne. Ah, de toute façon, Bakri, même à Alger, on nous appelait les Ben Sarot. Je ne sais pas ce que ça veut dire en arabe, mais nous, les Bakri, ça existe aussi en arabe, quoi. Moi, je suis un judéo-arabe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, moitié juif, moitié arabe, et maintenant moitié français. On est 3 moitiés. Alors, c'est pour dire, donc, on était des Ben Sarot, je ne sais pas pourquoi, et puis Bonaparte, comme il voulait faire sa campagne d'Égypte, il avait besoin de blé. Et donc, il s'est adressé au dé hussin, le dé turc. Et il a dit qu'il voulait acheter pour 14 millions de francs or de blé pour que Bonaparte puisse aller à la campagne d'Égypte. Bon. Auparavant donc, rétablissons aussi un point d'histoire, l'Algérie n'était pas une région tellement déserte et sauvage, puisqu'elle pouvait se permettre de vendre des quantités assez considérables de blé à la France. C'est terrible. Le dé hussin n'arrivait pas à récupérer 14 millions de francs or. La France devait de l'argent au dé d'Alger. C'est ça. Et au Bakri, bien sûr, puisque nous, on était les mandataires. Alors, M. Roland Bakri, c'est Bakri qui a obtenu les créances et qui est parti les présenter en France dans l'espoir de se faire payer par le gouvernement français les dettes datant de cette commande faite par Bonaparte en 1795. En 1795 et qui, en 1827, n'est toujours pas payé. Toujours pas. Alors donc le consul de France reçoit mission d'aller voir le dé, ou c'est le dé qui lui demande de venir le voir? Non, c'est pareil, sur un bourricot, et il monte les petites rues de la Casbah avec des poternes, des lanternes, enfin tout ce que vous connaissez la Casbah d'Alger. Hein, et il arrive au palais qu'on a appelé par la suite le palais de l'Éventail. Vous connaissez, dans la Casbah, il y a le palais de l'Éventail, du coup d'Éventail. Bref, il arrive là-bas, et puis d'abord c'est tiens mon frère, enfin tout ça, c'est toutes les salam alek d'usage, hein, et ça tourne vite à l'aigre. Ils se traitent de tout, et l'autre, un il prend la mouche, l'autre il prend le chasse-mouche, et il donne un coup sur la... Alors, point historique, c'est un chasse-mouche ou c'est un éventail? Bref, le consul, il est tout rouge de la gifle, et ainsi de suite, il repart là-bas, et puis il dit, voilà, ils m'ont donné une gifle, etc. Et l'autre, en colère, il dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, il appelle le général de Bourmont, garde à bout fixe, allez rompre les négociations, ils rompent les négociations, et on va envoyer les troupes à Sidi Ferruche, parce que là-bas, il paraît qu'il y a une plage terrible. Et c'est en 1830 que vous savez que les troupes françaises ont débarqué. Voilà. Monsieur Bakri, vous dites, pour défendre l'honneur de vos aïeux, que la dette française n'avait pas été réglée au dé. Ça, c'est un fait, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle n'avait pas été réglée au Bakri? Parce que... C'est très compliqué. C'est pas si compliqué que la science d'argent, c'est compliqué si on se réfère aux historiens qui ne sont pas comme vous, des historiens de rien. Oui, je sais. Il y a monsieur Charles-André Julien, qui est un grand spécialiste des questions, qui vous a écrit, il y a quelques années, mon cher Bakri, tu as touché en 1800 un premier acompte de 3 175 000 francs, puis un second de 1 200 000 francs grâce à l'intervention de ton ami Talleyrand. Tu lui avais d'ailleurs considérablement graissé la patte. Et tu lui avais tellement graissé la patte qu'il en était devenu boiteux. C'est passé dans l'histoire. En 1819, ce même boiteux t'a fait obtenir 7 millions par un vote des chambres. Tu as fait une admirable affaire et du même coup roulé le dé d'Alger, qui était le seul créancier valable et qui n'a pas touché un sou. D'où le coup d'éventail. C'est quand même une lourde responsabilité familiale. Faut reprendre l'histoire telle qu'elle est. Cher Bakri, c'est justement ce que souhaitent les Algériens, qui n'ont récupéré en 1962 dans les bâtiments officiels d'Alger que bien peu de documents d'archives. Ces quelques documents et les recherches d'historiens permettent déjà d'établir que même si Joseph Bakri, en gardant à son compte les sommes qui lui furent versées pour régler une partie des dettes françaises au dé, a une grande responsabilité dans le coup d'éventail, ce coup d'éventail ne fut guère qu'un prétexte. Le roi de France, Charles X, avait besoin de reprendre en main son armée. Il a pensé qu'une expédition sur Alger lui permettrait de donner à ses militaires gloire et butin.
Toussaint. Quant aux tenants du capitalisme naissant, leur théoricien Sismondi écrivait dès mai 1830 « Ce royaume d'Alger ne sera pas seulement une conquête, ce sera une colonie, ce sera un pays neuf sur lequel le surplus de la population et de l'activité française pourra se répandre. » Voilà les véritables raisons de la conquête dont il faut aussi éclairer les méthodes. Alors j'ai pris des documents à la Bibliothèque nationale à Paris, des témoignages des conquérants de l'époque, des conquérants français. D'abord, des extraits du bréviaire que l'on avait remis aux officiers et soldats qui s'en allaient en Afrique. Cela s'appelait « Aperçu historique, statistique et topographique sur l'état d'Alger ». Voici quelques-uns de ces extraits. Ces contrées sont des terres vacantes, abandonnées aux mauvaises herbes par la paresse et l'indolence des morts. Les femmes du pays sont livrées par la paresse des Arabes, qui passent toute leur vie à fumer, à la turpitude de mœurs extrêmement relâchées. Elles n'ont pas de religion. Beaucoup doutent qu'elles aient une âme immortelle et croient qu'elles ne sont faites que pour la reproduction. Le climat aidant, les femmes sont nécessairement disposées au plaisir. Alors, allez-y, des terres vacantes et des femmes consentantes qui n'attendent que les soldats français. Et puis, à côté, j'ai vu d'autres documents qui marquent l'étonnement des officiers français qui débarquaient en Afrique. C'est Campagne d'Afrique en 1830 par un officier du corps expéditionnaire. Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée, est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. La végétation y est superbe et partout des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits y sont en abondance. Un grand nombre d'aqueducs amènent les eaux jusqu'à la capitale. Et le maréchal Bugeaud lui-même. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Le commandant Claude-Antoine Roset, dans Voyage dans la Régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser. Le ministre de la guerre de l'époque, il s'appelait Girard. Il faut se résigner à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. Savary, duc de Rovigo, apportez des têtes, bouchez les conduites d'eau avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez, au nom bien sûr de la civilisation. Christian, dans l'Afrique française, un détachement de l'armée parti d'Alger surprend la tribu désarmée des Olifias et massacre sur le champ tous les hommes, femmes, enfants, sans distinction. On parlera de 12 000 morts. Les troupeaux raflés aux Olifias seront vendus au consul du Danemark. Quant au reste du butin, il fut exposé au marché de Babazoun. On y voyait des bracelets de femmes encore attachés à des poignets coupés et des boucles d'oreilles pendant à des lambeaux de chair, au nom de la civilisation. Le colonel François de Montagnac. Selon moi, toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge et de sexe. L'herbe ne doit plus pousser là où l'armée française a mis le pied. Saint-Arnaud, il était commandant et c'était aussi un mari très attentionné. Il écrit à sa femme « Chère Louise, je suis bivouaqué par une chaleur de 40 degrés au milieu de 20 villages superbes qui ne se sont jamais bien soumis. Je leur ai donné jusqu'à ce soir pour payer les impôts et les amendes que je leur inflige. S'ils ne s'exécutent pas, j'enverrai 3 colonnes brûler tout. » En juin 1845, la tribu des Ouled Riha, chassée de ses douars par les détachements incendiaires du colonel Pélissier, se réfugie dans des grottes de montagne. Ordre du maréchal Bugeaud. Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Béha, fumez-les à outrance comme des renards. Voici le récit d'un témoin, français bien sûr. Voir au milieu de la nuit, à la faveur de la lune, un corps de troupes françaises occupé à entretenir un feu infernal. Entendre les sourds gémissements des hommes, des femmes, des enfants et des animaux, le craquement des rochers calcinés s'écroulant. Le matin, quand on chercha à dégager l'entrée des cavernes, gisaient des bœufs, des ânes, des moutons. Parmi les animaux, entassés sous eux, on trouvait des hommes, des femmes, des enfants. J'ai vu un homme mort, le genou à terre, la main crispée sur la corne d'un bœuf. Devant lui était une femme tenant son enfant dans ses bras. Cet homme avait été asphyxié au moment où il cherchait à préserver sa famille de la rage de cet animal. On a compté 760 cadavres.
Le 8 mai 1845, Saint-Arnaud découvre 500 Algériens qui s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Saint-Arnaud ordonne à ses soldats de les emmurer vivants. Il écrit « Je fais boucher hermétiquement toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. » C'est à peu près ce qu'ont dit les Allemands en massacrant le village d'Oradour-sur-Glane. Montagnac, toujours lui, le colonel. Voilà comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants. Vous me demandez ce que nous faisons des femmes que nous prenons? On en garde quelques-unes comme otages. Les autres sont échangées contre des chevaux et le reste est vendu à l'enchère comme bêtes de somme. Toujours au nom de la civilisation. Nous rapportons un plein baril d'oreilles récolté paire à paire sur les prisonniers. Il contient même celle d'un de nos 58 gendarmes morts de maladie. 2 pièces de 100 sous ne sont pas à dédaigner. Le maréchal Soult, ministre de la guerre, répondant à des questions à la Chambre des députés. En Europe, un tel acte serait horrible et détestable. En Afrique, c'est la guerre même. C'est la guerre même, c'est du moins ce que dit le ministre français, mais en face, voici un décret pris par l'émir des Arabes, l'émir Abdelkader. Tout Arabe qui amènera vivant un soldat français recevra pour récompense la somme de 8 douros. Tout Arabe qui aura un Français en sa possession sera tenu de le bien traiter et de le conduire le plus promptement possible, soit devant le califat, soit devant l'émir lui-même. Dans le cas où le prisonnier aurait à se plaindre de mauvais traitements, l'Arabe n'aura droit à aucune récompense. À la lecture de ce décret, question d'un soldat algérien, quelle récompense pour un prisonnier vivant? L'émir répond 8 douros. Et pour une tête coupée, l'émir répond 25 coups de bâton sur la plante des pieds. De quel côté était la civilisation? J'ai donc fait ce film avec les citations et des dessins et gravures qui étaient à la Bibliothèque nationale à Paris, et j'ai proposé le film à la Ligue de l'enseignement pour qu'il soit projeté dans les lycées et collèges de France et de Navarre. La Ligue de l'enseignement l'a refusé avec cette appréciation. Quoique très correctement réalisé et basé sur des documents indiscutables, ce film va à l'encontre de toutes les idées qui servent de base à l'enseignement de la pénétration française en Afrique du Nord, ce qui rend sa diffusion impossible. C'était reconnaître que l'enseignement n'avait pas pour but l'éducation, c'est-à-dire l'ouverture vers la réalité, mais l'endoctrinement au service d'une idée politique, ici le colonialisme. L'avion régulier d'Air France a contribué dans une certaine mesure à la décentralisation littéraire en amenant à Biskra les membres du jury du Grand Prix des 4 jurys venus décerner en Algérie une récompense enviée. Bien qu'ils ne soient pas candidats au prix, les Aïssaouas font preuve d'un talent que possèdent rarement les écrivains. La littérature algérienne, avant l'indépendance, et même aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent que c'est Albert Camus. Et il est vrai que pendant longtemps, Albert Camus a représenté ce qu'on a appelé l'école d'Alger. Et c'était un homme de gauche. Simplement, les Français qui connaissent Camus, peut-être le connaîtraient mieux, le comprendraient mieux, s'ils le comparaient à un autre écrivain qui s'est trouvé dans la même situation, un écrivain américain, un grand écrivain, un autre prix Nobel comme Camus, c'est William Faulkner. Voilà, là nous avons 2 écrivains qui naissent dans des conditions à peu près semblables, et on peut dire que Camus était d'origine plus modeste même. Enfin, Faulkner était un fils de colon dans le sud des États-Unis. Il était dans la même position à peu près, dans la même situation fausse, c'est-à-dire il vivait parmi les Algériens, Faulkner vivait parmi les Noirs du sud des États-Unis. La grande différence, c'est que Faulkner parlait la langue des Noirs. Il emploie même dans ses livres l'argot des Noirs des États-Unis. Il les connaissait. Il était resté raciste, il avait des relents racistes. Mais dans ses livres, il se débattait avec ces nègres, avec ces Noirs. Il essayait de les comprendre, et il les comprenait souvent. Et ça ne l'empêchait pas de les haïr. Par contre, chez Camus, d'un côté, il était pour nous, pas pour l'indépendance, mais enfin, pour les indigènes, pour être moins brutal, moins raciste. Mais c'était au fond une position morale, seulement morale. Parce que dans l'œuvre de Camus,
on peut voir facilement que les plus belles pages de Camus, c'est quoi? C'est Tipaza, c'est la plage, c'est le paysage, l'Algérie est belle, mais il n'y a pas de peuple, on ne voit pas le peuple algérien. Dans les livres de Camus, le peuple algérien est pratiquement inexistant. C'est très révélateur. Si on prend deux livres, l'un de Camus et l'un de Faulkner, on peut prendre par exemple L'étranger de Camus et Lumière d'août de Faulkner, qui peuvent très bien être comparés ici. Dans L'étranger, le personnage algérien, le seul, je crois qu'il s'appelle Saïd, c'est à peine s'il existe. On le voit tout juste, je ne sais même pas s'il dit quelques mots, et hop, il meurt d'un coup de soleil, plus de Saïd, plus d'Algériens, et tout le reste, c'est l'Algérie française, c'est pas l'Algérie. Par contre, dans Lumière d'août, Faulkner trace le portrait d'un nègre assassin qu'il charge avec haine, même en sang, qu'il se bat avec ce nègre dans son livre. Mais ce nègre-là domine le livre. Là, on sent vraiment un travail d'écrivain, un grand écrivain, parce qu'il savait de quoi il parlait. Et le grand malentendu, c'est ça, justement, ici en Algérie. Il était impossible, surtout aux écrivains, il y a peut-être eu des exceptions, mais dans l'ensemble, ça reposait avant tout sur une illusion, un malentendu, une situation fausse, puisque Camus vivait toujours parmi les Européens. Il n'avait aucune ouverture, et je dirais même, on pourrait l'accuser, mais il ne faut pas non plus tomber dans une autre position morale. En fait, il n'y avait pas la curiosité la plus élémentaire pour la vie de ce peuple, pour sa langue. Sa vision du peuple algérien était une vision très rudimentaire, très lointaine. Et par là même, ça a infirmé son œuvre. Et on l'a vu d'ailleurs très curieusement pendant la guerre d'Algérie. Alors pendant la guerre d'Algérie, il a eu une position morale assez courageuse, puisque les pieds noirs lui ont jeté des tomates, ils voulaient même le tuer. Bon, c'est vrai. Mais de notre côté, à un moment donné, lorsqu'il a eu le prix Nobel, il a eu une parole révélatrice. Et à un moment donné, juste après la remise du prix, il y a eu une conférence, il y avait des journalistes. On lui a posé la question, parce que sa mère était encore ici. Sa mère était encore en Algérie pendant la guerre. Et il en est arrivé à dire, moi, si je dois choisir entre l'Algérie et ma mère, je choisis ma mère. Et à ce moment-là, dans la salle, il y a justement un nommé Saïd, comme le personnage qu'il a tué dans son roman. C'est très curieux. C'est un travailleur algérien qui travaillait là-bas, en Suède, qui se trouvait dans le public, et qui lui a dit, moi, je ferai pas la différence entre l'Algérie et ma mère. C'est-à-dire, quand on se sent algérien, on ne viendrait pas à l'idée, il ne pourrait pas venir à l'idée d'un Algérien de dissocier sa mère de l'Algérie. Voilà, le drame, il est là. C'est pourquoi, bon, il faut quand même que les Français comprennent une fois pour toutes que la littérature algérienne, c'est pas Camus, et l'Algérie n'est pas française. Et la littérature est un bon moyen de comprendre. Quand on prend un livre français, spécialement un dictionnaire qui est le reflet de la civilisation, et même on pourrait trouver notre image à nous que nous donnent les Français. Quand on regarde, on prend par exemple le mot sémite, qui est assez révélateur. Alors là, je prends le livre, le dictionnaire. Tout le monde sait ce que c'est que sémite. Alors tout le monde sait ce que c'est que sémite. Alors je reprends parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est. Alors sémite, dans le dictionnaire, dit Sem, fils de Noé, nom donné aux membres d'un ensemble de peuples du Proche-Orient parlant actuellement ou ayant parlé dans l'Antiquité les langues sémitiques. Les plus importants des peuples sémites, anciens ou modernes, sont les Acadiens, les Amorites, les Aramais, les Phéniciens, les Arabes et les Hébreux. Les Arabes et les Hébreux. Oui. Donc, alors maintenant, on va voir qu'est-ce que veut dire le mot antisémite, qui pour nous veut dire opposé. On est bien d'accord sur ce plan-là. Bon, on va voir ce qu'en pense le dictionnaire. Alors, pour le mot antisémite, alors la définition est très courte, hein, c'est étrange, c'est hostile aux juifs. Alors, puisque être antisémite, c'est être hostile aux juifs. Alors qu'est-ce que serait être hostile à l'arabe? Tu es un arabe, qu'est-ce qu'on qualifierait ça de quoi? Puisque l'adjectif... Oui, tu dis que les arabes effectivement sont sémites aussi, et antisémite c'est uniquement hostile aux juifs, donc d'après toi, d'après le dictionnaire... Non, il y a pas quelque chose, il y a quelque chose qui cloche là. Quand on tue un arabe, on n'est pas antisémite, mais quand on tue un juif, on est antisémite.
guerre, c'est le rationnement. Tout était rationné, tout était au marché noir. Il y avait la famine. Et je ne sais pas si on imagine vraiment ce que ça veut dire, la famine. Moi, j'ai vu de mes propres yeux un homme mort de faim à Sétif dans la rue. Et il était à moitié nu, parce qu'on ne trouvait même pas de quoi s'habiller non plus. On ne trouvait strictement rien. C'était la misère la plus noire. Il y avait d'ailleurs, la misère amène d'autres choses, les épidémies par exemple. Il y avait eu une épidémie de typhus terrible au village où j'étais, près de Sétif. Enfin, les gens allaient au cimetière plusieurs fois par jour. On mourait par famille entière. Presque toutes les familles étaient décimées. Et vraiment, c'était une épidémie qui a fait énormément de victimes. La misère, bon, ces épidémies-là, et puis tout d'un coup, l'annonce d'une victoire qui devait se concrétiser par un changement pour nous. Une grande espérance, c'était de voir l'Algérie se libérer en même temps que la France et établir avec elle d'autres liens que les liens coloniaux. Mais pour les tenants du colonialisme, il est hors de question que changent ces liens coloniaux. Pour eux, ces soldats algériens, rescapés de la campagne d'Italie, de la campagne de France, de la campagne d'Allemagne, il faut bien leur faire comprendre dès leur retour à Alger qu'ils se sont battus pour la liberté des autres et pas pour la leur. Pour bien marquer qu'en Algérie, rien n'est changé, l'administration coloniale entend, avant même que cesse la joie populaire, frapper un grand coup. Lorsque je suis sorti du collège, le mardi 8 mai 1945, parce que nous avions l'autorisation de sortir, c'était un jour de fête, il y avait les cloches chrétiennes qui sonnaient, il y avait même des officiers qui buvaient du champagne sur les trottoirs. C'était d'un côté, dans le centre, puisque le lycée était au centre, une atmosphère de joie, mais tout d'un coup, cette atmosphère-là a totalement changé parce que, je l'ai compris plus tard, mais enfin, il y a eu un élément nouveau, c'est le défilé du 8 mai 1945 à Sétif, qui était vraiment imposant parce qu'il faut savoir que le mardi, c'est le jour de marché à Sétif. Et il y a énormément de paysans, il y a des communes très peuplées tout autour, et il y a énormément de gens un jour de marché à Sétif. Les paysans étaient désarmés, mais c'était une immense foule. Et devant la foule, il y avait les scouts musulmans, et derrière les scouts, des étudiants, dont certains étaient des camarades. Et ils m'ont fait signe de les rejoindre. C'est comme ça que j'ai participé à la manifestation avec ces étudiants. Mais nous avons tout juste fait quelques pas. Et puis il y a eu des coups de feu. Le cortège a reflué, on a vu même des enfants écrasés. Et puis c'était la panique. On ne pouvait pas bien comprendre ce qui se passait, mais on voyait bien que c'était très grave. J'ai pris la décision de rentrer dans mon village parce que mon père était malade. L'armée est arrivée, il y a eu des scènes de viol, etc., mais ça je l'ai su après. Bref, l'armée a occupé le village, la région, et puis le 13 mai, on est venu me chercher à la maison, là c'était des civils, j'ai été arrêté, conduit à la gendarmerie, ensuite à Sétif, au camp d'artillerie, où là nous étions quelque chose comme 6000 Algériens de cette région-là, et il y avait, moi j'étais jeune, j'avais 15 ans, mais il y avait plus jeunes que moi. Il y en avait qui avaient 12 ans, des gosses qui avaient été ramassés. C'était une sorte de coup de filet, bon, à la gendarmerie par exemple, dans le village. On avait vu des corps, on avait vu des cadavres pour arriver à la gendarmerie. Et puis on entendait des coups de feu, souvent, surtout la nuit, tout près. Alors tout le monde pensait qu'on allait être liquidé. Bon, les gendarmes et l'armée amenaient tout le temps de nouveaux prisonniers et on comprenait bien qu'il y avait vraiment une vague de répression qui s'est poursuivie après. Et c'est à Sétif, surtout quand on est arrivé au camp, que nous avons commencé à avoir quelques informations et à comprendre l'ampleur du massacre. Face à 103 morts européens, l'administration coloniale annoncera 1150 morts algériens victimes de la répression. Mais si le bilan des morts européens reste stable, le chiffre des morts algériens s'alourdit vite. 7500, dit-on à l'état-major du général Duval. La commission présidée par le général Tubert arrive à 15 000 morts, mais est rappelée avant d'avoir terminé son décompte.
la commission algérienne et une commission de l'ambassade américaine arrivent à peu près à un chiffre commun, entre 40 000 et 45 000 victimes algériennes. Oui, c'était vraiment un massacre, un grand massacre. Et il faut comprendre qu'il n'est pas dû au hasard, il n'est pas seulement lié à l'histoire entre l'Algérie et la France, puisque ce massacre, le même, et peut-être encore plus ample, s'est produit à Madagascar, la même année. Et en Indochine aussi. C'est la même politique qui a conduit à ces massacres-là. Puisque en Indochine, le bombardement de Haiphong, le revirement du gouvernement français avec le bombardement par d'Argentieux, l'amiral d'Argentieux, qui traduisait un changement radical de la politique française. Parce qu'après le discours de Brazzaville de De Gaulle, on pensait que le gouvernement de la France libre serait pour l'émancipation des colonies. Il y avait des espérances et des illusions dans ce sens. On parlait d'union française. Et quand on a vu le massacre, quand on a commencé à avoir des nouvelles de ce qui s'était passé, par exemple pour ma part, moi j'étais dans la région de Sétif, mais j'avais une grande partie de ma famille à Guelma et dans la région. Et on a appris là que les massacres ont été extraordinairement sauvages. Ils voulaient vraiment nous anéantir, et d'ailleurs les plus cyniques disaient, bon, comme ça on aura la paix pendant 10 ans. Ce qu'ils faisaient, c'était vraiment, ils voulaient atteindre avant tout la jeunesse algérienne. Cette jeunesse qui levait la tête, il la sentait relever la tête. Et à Guelma, par exemple, ils se présentaient avec des camions dans les domiciles. Ils prenaient, j'ai eu comme ça beaucoup de camarades d'école, beaucoup de jeunes que je connais très bien, qui avaient le même âge que moi à peu près, et beaucoup d'autres qui ont été ramassés et froidement exécutés par les milices. Alors ces milices, c'était naturellement des milices de colons, mais elles agissaient en rapport étroit avec l'armée. Ça a été vraiment la boucherie. D'autant plus que c'est allé très loin. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais soupçonné tant de haine. Il est vrai que la haine a existé des deux côtés. Mais je crois que là où elle a existé le plus, c'est du côté des colonialistes. Par exemple, quand on brûle un greffier qui avait 9 enfants à Kharrata, ils l'ont brûlé, là, ils l'ont aspergé d'essence et brûlé avec ses enfants. Bon, moi j'ai eu un parent qui a été tué avec sa femme enceinte. Là, justement, l'histoire de ce parent prouve qu'on ne pouvait même pas être neutre. Parce que ce parent-là, au fond, il était neutre, il n'était pas engagé politiquement. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la pêche à la ligne. Il travaillait à l'école d'agriculture. Bon, il faisait très bien son travail, et puis il allait à la pêche. Puis voilà. Bon, quand il y a eu des événements, quand la milice de Guelma s'est formée, on est allé le prendre, on lui a dit, voilà, prends un fusil, on va tuer les Arabes. Bon, lui, il a dit non, pourquoi je vais tuer les Arabes, il n'y a rien contre eux. Bon, ben à ce moment-là, on l'a immédiatement fusillé, sa femme l'a entendu tomber, elle est venue en criant, enceinte, ils l'ont tué, et son fils, 10 ans, pareil, et c'était pareil, ça a été, dans toute une région, ça a été ça, systématiquement. Le gouverneur général, c'était un socialiste, c'était le gouvernement de De Gaulle. Et c'est là qu'on a vu l'armée déjà dépasser en quelque sorte le gouvernement, le mettre devant le fait accompli, procéder au massacre, et par là même confisquer le pouvoir aux civils. Et ça, on ne l'a pas assez compris en 1945. Bien, ce qui s'est passé ce jour-là, je crois que ça a été, on pourrait appeler ça les illusions perdues. Nous avons perdu l'illusion que nous pouvions avoir l'indépendance comme ça, octroyée d'en haut, comme un cadeau des Français de gauche. Quant aux colonialistes, eux aussi, ils ont perdu au moins une illusion. Parce qu'ils pensaient que par ce grand massacre, ils auraient la paix pendant 10 ans. Mais quelle paix! العزم أن تحيا الجزائر